Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je m'en excuse, arrive beaucoup trop en retard. Comme ça m'arrive souvent finalement, si tu me suis depuis suffisamment longtemps, tu le sais, t'as l'habitude, je suis un papillon qui est incapable de sortir des vidéos régulièrement. Parce que j'ai une vie, parce que j'ai un travail, une vie sociale, tout ça, plein de contretemps qui font que des vidéos parfois, même des sorties littéraires que je devrais sortir entre le 25 et le 30, bon là le 28 dans ce cas-là du mois, et je ne le fais pas. Donc on est actuellement le combien? Le 5 je crois. Et voilà, et c'est que maintenant que je tourne la vidéo des sorties de mars. Sortie polar thriller, roman noir et tout ce qui s'ensuit, 2 mars 2025. Encore une fois, désolé du retard, j'ai une vie, je m'en excuse. Enfin, ouais, bref, comme d'hab, je vais sur Babelio et j'ai sélectionné les sorties qui, moi, m'intéressent. Ce ne sont pas, encore une fois, je préfère le répéter tout le temps, ce ne sont pas toutes les sorties polar et thriller du mois, ce sont les sorties qui m'ont intéressé, qui ont éveillé en moi un minimum d'intérêt. Si je devais vous donner toutes les sorties à chaque fois, je m'en sortirais pas. Et en plus, ce serait mentir parce que j'ai pas envie de vous recommander des lectures que moi-même je n'aurais pas envie de lire. Comprenez-vous. Normalement, je les ai mis dans l'ordre chronologique de sortie, il n'y a pas de problème. Valentin Musso, pour commencer, qui est sorti le 1er mars chez Julliard. Je ne connais pas cette maison, tiens, je ne suis peut-être qu'un ignare finalement. Euh, donc oui, ça fait plusieurs fois que je vois des romans de Valentin Musso passer. A-t-il des liens de parenté avec le fameux Musso? Je ne sais pas, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais c'est évident, c'est son neveu, c'est son fils, c'est son cousin. J'en sais rien, parce que je m'en fous en fait un peu. Mais je me suis dit, tiens, éclairez-moi dans les commentaires finalement, parce que je m'intéresse pas tellement aux personnes, je m'intéresse aux romans qu'ils écrivent en général. Donc ça fait plusieurs fois que je vois les romans de Valentin Musso sortir, plusieurs romans, et ça fait plusieurs fois que je me dis tiens ça a l'air intéressant mais sans jamais vraiment sauter le pas. Donc n'hésite pas à me dire si tu me connais un minimum dans les commentaires, est-ce que ça pourrait me plaire? Est-ce que ça pourrait le faire? N'hésite pas à me l'indiquer. Chloé et Paul vivent dans une ferme isolée au pied des Pyrénées. Ah oui, alors je lis toujours le résumé pour ceux qui regardent la vidéo sur le téléphone et qui ne peuvent pas eux-mêmes lire ce résumé. Tout le monde ne regarde pas les vidéos sur un PC. Voilà, pour ceux qui râlent, car on vous avait déjà râlé sur le fait que je lise les résumés. Je fais ce que je veux. Chloé et Paul vivent dans une ferme isolée au pied des Pyrénées. Ils partagent leur quotidien avec Mathieu, qui initie Paul à la chasse et à diverses techniques de survie. Le trio a renoncé à tout confort moderne se coupant du monde pour se rapprocher de la nature. Mais la réalité ne va pas tarder à se rappeler à eux quand l'impensable se produit, plongeant le pays dans la panique. Dans cet univers rendu à l'état sauvage, le moindre faux pas peut être fatal, et c'est une banale chute qui va mettre en péril la santé de Mathieu. Dès lors, les choses vont en empirant, et lorsqu'un inconnu fait irruption dans la propriété, la vie déjà précaire de Chloé et Paul vole en éclats. Ils sont loin de se douter du danger qui les guette désormais. On sait pas trop où on va, hein. On sait pas trop dans quel genre ça va tourner. Ça fait assez classique un peu, mais pas inintéressant. Moi, celui qui m'intéresse vraiment de Valentin Musso, je vais vous le montrer. Ah, ben j'avais jamais vu sa tête, tiens. C'est celui-ci, le mystère de la maison aux trois ormes. Aux trois ormes. Je sais pas si on met un Z, on fait la liaison. Le mystère de la maison aux trois ormes. C'est un peu ridicule à dire comme ça. Oui, et ouais. Il faudrait que je le trouve d'occasion. J'ai pas envie de l'acheter neuf, pour être très honnête. Mais sinon, oui, alors je m'en fiche. Il sort le premier chez Julliard, Valentin Musso. Non, j'ai rien d'autre à dire. Il n'a pas encore de critique, celui-là. Ensuite, la menace de Nico Takian. Alors moi, Nico Takian, c'est un peu du je t'aime moi non plus. Parfois c'est très sympa, parfois c'est très pas sympa. Ça touche, voilà. Pour moi, j'arrive pas à faire ma phrase. C'est 50-50 en fait. Ça a toujours été moite-moite. Une fois sur deux, un coup c'est bien, un coup j'aime pas du tout. Donc je continue à lire du Nico Takian, mais j'ai peur.
En général, c'est ça. J'aime pas du tout la couverture. Là, hein, je reviens sur celui-là. Couverture, ouais, j'aime pas trop la jungle, mais c'est assez sympathique. Là, j'aime pas du tout. Ce visage photoshopé sur fond de maison à moitié détruite en catastrophe, ça fait très cheap. J'aime pas du tout. Ça fait très année 2000, tu vois. Moi, j'aime pas trop, honnêtement. Il sort aujourd'hui, le 5 mars. Il fait 400 pages chez Kalman Levy, comme d'hab. Hein. Pour elle, la menace, c'est cet homme qui la séquestre. Pour lui, la menace, c'est cette femme qui ne l'aime pas. Et pour nous tous. Dans un hôpital du sud de la France, Julien reprend conscience, ayant tout oublié, de ce qui l'a conduit là, mais mu par une certitude, Chloé, sa femme, court un grand danger, il doit lui venir en aide. Chloé, elle, se souvient de tout, depuis son enlèvement devant un centre commercial jusqu'à son réveil dans cet appartement factice, sans porte, aux fenêtres murées, entièrement équipé pour la vie de couple. Son seul contact avec l'extérieur, un homme masqué qui lui explique qu'il va faire d'elle sa femme parfaite, grondant autour d'eux, la menace est bien là, mais quelle est-elle? Oh, moult questions, c'est à la fois intriguant, mais j'ai peur que ce soit pas ouf, encore une fois. Hein. Moi, ça me donne envie de le lire. Vais-je le lire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je vais pas trop traîner sur chaque livre parce que vous avez vu, dans mes onglets ouverts là, il y en a quand même pas mal. Moi je dis why not. Moi je dis why not, pourquoi pas. Mais sauf que la couverture est vraiment pas folle. Hein. Dites-moi, dis-moi si tu aimes cette couverture dans les commentaires. Hein. Ensuite, La fille de Jonathan Baker de Antoine Renan aux éditions HarperCollins. Et je vous annonce officiellement que HarperCollins m'a contacté sur TikTok par message pour me proposer le service presse de ce roman. Est-ce le début d'une belle collaboration avec HarperCollins? Je l'espère. J'ai accepté avec grand plaisir et j'attends de le recevoir incessamment sous peu. Surtout que ce roman me donne assez envie, franchement, très curieux. Elle est la fille de l'un des pires tueurs en série emprisonnée. Elle fut enfant, impliquée dans son mode opératoire. Elle a refait sa vie, cherchant à oublier et à se faire oublier. Mais lorsque le sang se remet à couler, Jessica Baker se trouve de nouveau au cœur de l'orage. C'est intéressant, la fille d'un tueur en série qui se retrouve embrigadée dans une dinguerie, allez savoir quoi et savoir pourquoi. La couverture est très sympa. Des fois, il suffit de pas grand chose pour faire une belle couverture, juste des arbres avec un peu de lumière, c'est peut-être un feu de forêt, je ne sais pas. Donc j'ai vu des retours très sympas, notamment de Le Temps d'un Polar, allez la suivre sur Instagram, c'est ça son pseudo, Le Temps d'un Polar, hein. Ouais, c'est ça, je l'ai sous les yeux. Le Temps d'un Polar, c'est ça. Allez la suivre sur Instagram parce que non seulement elle est très sympathique, mais en plus elle fait des très bons retours très intéressants. Voilà, petite pub gratuite, allez-y. Et j'ai vu son retour parce qu'elle a eu le SP aussi. Elle a fait un retour très très positif qui m'a donné très envie. Et je suis encore plus impatient de le recevoir. Donc si jamais il y a quelqu'un de HarperCollins qui passe par là, je le lirai en priorité dès que je le recevrai. Donc il sort le 5, voilà, encore aujourd'hui chez HarperCollins, 480 pages. J'ai très hâte. Alors, il y a beaucoup de grosses sorties de gros auteurs ce mois-ci, parce que là, on a le Nicolas Lebel, La Ruche, donc Les Furies, tome 4 sur 4, hein, voilà. C'est aux éditions du Masque, chez le Masque. Genève, un homme en costume s'arrête devant un sans-abri, lui donne son portefeuille, tous ses vêtements et s'éloigne nu, une arme à la main. À travers la vitre d'un restaurant, il fait feu sur un client avant de retourner l'arme contre lui. Strasbourg, une femme en accoste une autre dans la rue avant de l'abattre et de se donner la mort. Même modus operandi. Pourtant, les tueurs ne se connaissent pas et ne connaissaient pas leurs victimes. À la tête des Furies, un groupe d'assassins professionnels, Alecto, qu'est-ce que c'est que ce prénom, comprend aussitôt quelqu'un en veut à son business, peut-être même aux Furies, mais qui, avec son équipe dont l'indomptable Yvonne Chen, il fait face à une bande de tueurs d'un genre nouveau, pourvu d'aussi peu de scrupules que lui, et tente de sauver sa peau à l'heure où les Furies doivent affronter la ruche. Alors quand j'ai lu Yvonne Chen, pour ceux qui jouent à Pokémon, j'ai pensé à le professeur Chen, j'étais en train de me dire, putain c'est sa sœur MDR. Voilà, maintenant je l'imagine, cette dame avec les cheveux courts, avec une blouse blanche, avec une Pokéball à la main, c'est malin maintenant. Alors ça me fait pas particulièrement envie, pour être honnête, j'en parle parce que c'est Nicolas Lebel, que c'est un auteur connu que j'apprécie plutôt. Ça fait plutôt résumé d'un espèce de film d'action,
Tu vois, une espèce de thriller de film d'action du dimanche après-midi ou du thriller d'action qui sort au cinéma un peu. Je dis pas que ça a pas l'air bien, c'est pas mon genre de thriller de base. Pourquoi pas en film? Honnêtement, j'irai voir ça en film pour me détendre un peu, mais je lirai pas forcément. Ça a l'air intéressant, une histoire de gang, d'assassins, de meurtriers. Ça a l'air d'être haletant. J'espère qu'il y a plein d'actions, tout ça. J'ai hâte de voir les quelques retours. Si tu l'as éventuellement déjà lu en service presse, n'hésite pas à faire ta pub dans les commentaires déjà, voilà. Les compatriotes peuvent faire leur pub dans les commentaires, et aucun problème. Et n'hésite pas à donner votre avis sur ce roman. Donc il sort le 5 également. Alors celui-là, je sais même pas pourquoi j'en parle. Peter Swanson, le dernier, Ce qu'on sauve chez Gallmaster. Moi j'avais lu. Là, j'avais encore jamais vu sa tête, comme quoi je devrais le... Faudrait que mon PC arrête de ramer. J'avais lu 8 crimes parfaits, que je n'avais pas aimé du tout. Ensuite, il y avait 9 vies que je n'ai pas lu, mais qu'apparemment c'est exactement la même chose, sous forme de liste. Donc là, Ce qu'on sauve. Harry Kimball, ancien flic devenu détective privé, est engagé par Joanne pour surveiller son mari, qu'elle soupçonne d'infidélité, mais il ne la sent pas, cette affaire. Joanne a toujours eu un je ne sais quoi d'inquiétant. Elle le met mal à l'aise. Elle lui rappelle un événement tragique survenu dans une vie antérieure. Aux abois financièrement, Kimball est contraint d'accepter, mais son instinct ne l'a pas trompé. Ce qui a commencé comme une simple enquête de routine change brusquement d'ampleur lorsqu'il découvre 2 cadavres au beau milieu d'une maison à vendre. Les traumatismes refont surface et Kimball se demande si Joanne n'est pas liée d'une manière ou d'une autre au douloureux épisode qui a changé sa vie. Décidé à tirer cette affaire au clair, Henry n'a d'autre choix que de s'allier à sa némésis, Lily Kittner. Plus il s'approche de la vérité et plus la mort rôde autour de lui. Les dés sont jetés, un seul d'entre eux pourra survivre, mais lequel, ceux qu'on sauve, révèle une fois de plus encore toute la virtuosité narrative de Peter Swanson. Ouais, je l'ai déjà connu la virtuosité narrative et c'était pas dingue. J'en parle parce que c'est du Peter Swanson. 9 vies, j'ai vu plein de retours à l'époque quand c'était sorti, ça avait l'air globalement exactement la même chose que le roman précédent. Donc c'est pour ça que je l'ai pas lu, même s'il m'avait fait quand même assez envie. Toujours une histoire de liste, donc je me suis dit, est-ce que celui-là, ça va être une histoire de liste aussi? Non, apparemment non. Ça m'a l'air encore une fois assez classique, on sait pas trop où ça va aller, on sait pas trop ce que ça va être le suspense vraiment, est-ce qu'il y a un truc particulier? Ouais, il me fait pas plus envie que ça, surtout que la couve me dit rien. Encore une fois, pour moi la couverture c'est très important. Et pour moi, c'est un tout. Faut que le résumé me parle et que la couve me plaise suffisamment. Vraiment, ça peut paraître futile comme ça, mais pour moi, c'est très important. Et là, honnêtement, là, ça ne me dit rien. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires si jamais tu l'as déjà lu. Hein. Ça peut être très très bien, attention. Hein. C'est qu'un ressenti global, voilà. Un avis qui n'est le mien, qui n'est que le mien. Nell Lamar, la fille qui venait la nuit... Attends, j'ai dit qu'il sortait quand? Le 5, ouais. De toute façon, il y a beaucoup de grosses sorties le 5. La fille qui venait la nuit de Nell Lamar, c'est chez City Édition. Ça sort encore une fois le 5. Depuis la naissance de sa fille, une femme rencontre des difficultés. Elle oublie, s'embrouille et perd pied. Lorsque son mari Ned lui propose d'engager une nourrice, elle accepte volontiers. Mais cette dernière a des yeux couleur améthyste et un comportement avec son mari qui la perturbe. Le jour où elle retrouve sa fille face contre terre et luttant pour respirer, son mari la croit responsable. Alors je ne sais pas trop pourquoi j'ai sélectionné ça. Parce que en fait, j'ai sélectionné ça dans un bus que je prenais vers Paris. Pour ceux qui ont suivi mon Insta, vous savez où j'allais. Je me suis dit, tiens, je vais faire les sélections. Et j'ai sélectionné ça. Et je ne sais plus pourquoi. Parce qu'il y a peut-être des yeux couleur améthyste, donc je me suis dit, il y a peut-être une dinguerie, un peu de thriller, peut-être un peu de magie dedans, je ne sais pas, peut-être un peu de folie. J'ai dû percevoir quelque chose à ce moment-là. 320 pages, donc ça va, c'est pas trop long. Donc je ne sais pas, ouais, why not? J'ai dû me dire, ah ouais, tiens, vas-y. Je ne sais pas. La couve est pas mal, hein. J'aime beaucoup le cheval en bois avec la porte ouverte et tout, c'est très sympa. C'est peut-être ça aussi qui m'a attiré, parce que comme je le disais, chez moi, la couverture est très importante. Hein.
C'est futile, mais c'est comme ça. Dwayne, alors, Zvir Gzinski. Voilà, j'ai dû me planter en prononçant ce nom. Chez Paillot Rivage, l'ours de Californie. Un arnaqueur repenti, un ex-flic du LAPD, une collégienne apprentie détective, une spécialiste de généalogie et un tueur en série, tous poursuivent quelqu'un ou quelque chose et leurs chemins se croisent. L'ours de Californie est un tueur en série à la retraite. Prudent et discret, il n'a jamais été arrêté en 40 ans d'exercice. Le problème, c'est que personne ne sait qu'il est l'auteur de tous ces meurtres. Et nous sommes à Hollywood. Il va donc sortir de sa tanière, sa route va croiser celle de Jack, fraîchement libéré de prison, de Cato Hightower, ex-flic du LAPD, qui ne compte pas passer sa retraite à boire des bières devant sa télé, de Jenny Hightower, spécialiste de généalogie, et de l'apprenti détective, une jeune collégienne qui, depuis la chambre où elle est hospitalisée, va mener une enquête bluffante. Donc, Pépère, il sort de sa retraite pour refaire des dingueries, sauf qu'il va croiser des gens qui vont essayer de l'arrêter, si j'ai bien compris. Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Franchement, y a moyen que ce soit trop cool. Si c'est bien écrit, s'il y a un bon rythme, si les personnes... Parce qu'en fait, là, tout va dépendre des personnages. Et s'ils sont bien écrits et attachants, ça peut être un truc de fou. Il fait 432 pages, il sort encore une fois. Le 5 et la traductrice, c'est Sophie Aslanide. J'espère que je l'ai bien dit. Julien Freux, Or la brume, c'est chez Actes Sud. Et encore une fois, Actes Sud, moi, je suis un border des couvertures d'Actes Sud. J'aime toujours beaucoup, je le dis à chaque fois. Un jeune couple est sauvagement assassiné sur un parking, un rire retentit dans la nuit. L'enquête est confiée au commissaire Lanecker, dont les visions s'intensifient à mesure qu'une grave maladie le ronge. Dans l'une d'entre elles, il identifie une camionnette floquée et une étrange trajectoire. Qui du fleuriste dealer du couple de vieux de passage dans la région pour suivre la migration des oiseaux, du groupe d'adolescents délinquants ou du flic entraîneur de foot est à l'origine des meurtres qui se succèdent dans la brume. Donc un couple assassiné, il y a un rire chelou, il y a beaucoup de suspects et il y a un commissaire qui a des visions car il est gravement malade. Encore une fois, c'est un roman qui se base sur des personnages qui, s'ils ne sont pas intéressants, bah, ce sera pas fou. Par contre, s'ils sont intéressants, ça va être incroyable. Donc, encore une fois, c'est un roman auquel j'ai envie fortement de donner sa chance. Je me dis, franchement, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Le prochain, Salvatore Mini, qui sort demain le 6 mars 2025, qui fait 256 pages, chez Presse de la Cité, c'est Emprise. Le ciel commençait à s'obscurcir, il ne tarderait pas à faire noir. La panique se mit à lui vriller les entrailles. Après seulement quelques semaines de relation, Catherine épouse Frédéric malgré les réserves de son entourage. Mais très vite, l'idylle tourne au vinaigre et une facette beaucoup plus sombre émerge derrière le sourire séducteur et les belles paroles. De torture morale en maltraitance physique, Frédéric n'a de cesse d'isoler et de détruire à petit feu celle qu'il dit aimer par-dessus tout. Une fois le confinement déclaré, Catherine, piégée, n'a d'autre choix que de se libérer de ses propres démons pour échapper aux griffes de cet homme. Donc, gros thème. Gros thème, belle couve. Belle couve. Couve marquante. Couve frappante. Couve qui se démarque quand même, je trouve, avec un gros thème qui, j'espère, est bien exploité. Moi, je dis que ça promet. Ça peut être le genre de thriller poignant. Donc, il sort le 6. Eva Björg et Gis Dottir, voilà, je ne sais pas comment ça se dit. Tome 4 sur 4 de l'inspectrice Elma. Les enfants qui blessent, ça sort le 7 mars. Une maison en bois nichée dans l'une des très rares forêts d'Islande, c'est là que l'inspectrice Elma découvre le cadavre d'un homme de 40 ans, poignardé 7 fois. Au-dessus de son corps, une inscription « Lave mes crimes et mes péchés par le sang ». Qui pouvait en vouloir à un vieux garçon vivant seul dans ce coin reculé? Sa mère, femme très pieuse, qui se trouve être la voisine de l'inspectrice, le dit pourtant, ouais, j'ai toujours su qu'il mourrait jeune.
et l'acharnement sur le corps de la victime prouvent que quelqu'un lui en voulait au-delà de tout. Avec son compagnon Sévar, je sais pas si ça se dit bien comme ça, Sévar, ouais, restés à la maison pour garder leur enfant venant de naître, Elma va tenter de relier cette histoire à la découverte d'un journal intime retrouvé dans le grenier de la maison où ils viennent d'emménager. Un journal qui relate les événements d'un drame survenu 25 ans plus tôt. Autour de l'inspectrice Elma, tous semblent avoir intérêt à empêcher la vérité d'éclater au grand jour, y compris Sévar, le père de son enfant, décidé à protéger leur bonheur, quitte à trahir la vérité. Donc plusieurs histoires apparemment qui vont se télescoper, ou alors ça va être des enquêtes différentes, je ne sais pas. Il y a des choses intrigantes là-dedans, c'est aux éditions de La Martinière, hein. Si vous êtes fan de l'autrice, n'hésitez pas à foncer dessus, ça sort le 7. Le prochain Alexis Lebsker, évidemment, je vais me jeter dessus comme la misère sur le pauvre monde, comme on dit dans le jargon, à couper le souffle. J'en ai pas raté un, je les ai tous lus, ça doit être un des rares auteurs avec lequel je suis parfaitement à jour. Et j'ai lu tous les romans. Et tous les ans, je ne rate pas le coche. Le prochain Alexis Lebsker. Il ne m'a déçu qu'une fois, c'est pour son premier, c'est déjà pardonné et oublié depuis longtemps. Il m'a bien attrapé avec son commissaire Venturi et Mentalo, dont je ne me lasse pas. C'est le tome 5 sur 5, c'est chez Michel Lafon, 404 pages, je vois, il sort le 13 mars. C'est le genre de résumé qui est court mais est efficace, tu vois. Sous terre, personne ne vous entendra crier. Bon, alors c'est déjà le genre de phrase, voilà. Ça veut tout dire et rien dire. Enlevée, séquestrée, enterrée vivante, elle n'a que 17 heures à vivre. Le commissaire Venturi est sur le fil du rasoir plus que jamais, car c'est sa fille. Oh, incroyable, ah ça y est, j'ai envie. Ah, j'ai envie. Ah ouais, voilà. Voilà. J'ai envie, je suis hypé. Michel Lafon, s'il y a quelqu'un qui passe par là, un petit service presse s'il vous plaît. Alors ça, je fais ça pour rire, mais ça n'a jamais marché. Vais-je essayer de gratter un service presse en me tapant le culot d'envoyer un message sur leur Instagram? Peut-être. Parce que là, j'ai trop envie de le lire. Dans tous les cas, je vais l'acheter si j'ai pas le service presse. Mais trop bien. Trop bien, trop bien. J'ai remarqué que Alexis Lebsker, ses victimes, c'est beaucoup les femmes. Il traite beaucoup le sujet féminin. Dans les romans précédents, ouais, il y a eu beaucoup de tortures. Les pauvres, elles en ont bavé. Tu vois. Donc, pour quelle raison je ne sais pas. Mais c'est, voilà. C'est toujours très très bien, c'est toujours très rythmé, les personnages sont... En tout cas, le duo Venturi et Montalver est toujours très attachant, très intéressant, avec un peu d'humour, c'est du je t'aime moi non plus, ils s'adorent mais ils peuvent pas se supporter, mais par contre, qu'est-ce qu'ils bossent bien ensemble, c'est un vrai plaisir quoi, et en plus c'est toujours intéressant et hyper bien rythmé et haletant. Moi, c'est toujours un plaisir de lire du Alexis Lebsker, j'ai trop hâte. Comment passer à côté du prochain roman d'Anouk Schutterberg aux éditions Récamier In Extremis. Ça sort le 13 mars. Oh, c'est très long, c'est très long. Le nouveau roman, In Extremis. Anouk Schutterberg poursuit son exploration. Non mais je m'en fous. Des corps sont retrouvés dans le torrent de la Lesse à Chambéry. Les indices convergent vers Valfréjus, station réputée pour les sports extrêmes. Début janvier, hors saison, dans cette station presque vide, la bonne humeur et la convivialité règnent. Pourtant, derrière cette ambiance festive, les sourires ne sont-ils pas factices? Tous sont suspects. Parmi eux, un tueur sadique et vicieux se cache. Dans cette nature hostile, le danger peut surgir à tout instant. Quel sera le prix de la vérité? Voilà, donc j'ai une amie qui habite à Chambéry, une excellente amie, qui peut-être regarde cette vidéo, je l'espère, et donc rien que pour ça, j'ai bien envie de le lire, en tout cas de lui recommander cette lecture, qu'elle ne lira sûrement pas, parce qu'elle m'écoute pas, et sauf pour les romans de Éric Foissier, là elle m'écoute, pas forcément pour les autres. Là, je suis en train de raconter ma vie, mais vous vous en foutez. Et donc ça a l'air très sympa. Moi j'aime beaucoup Anouk Schutterberg. Elle a l'air trop gentille quand on la voit comme ça. Elle a l'air trop sympa. Ses romans ils sont super intéressants. Moi j'adhère à ce genre de choses. Le tunnel de Yana Wagner. C'est chez Robert Laffont, 544 pages, donc c'est la petite pavasse
Pour un thriller ou un polar, c'est très long. C'est très très long. Donc La Bête Noire. C'est la fin de l'été, la fin du week-end. Une famille vient de quitter sa datcha pour rejoindre Moscou. Qu'est-ce qu'une datcha? Enfin bref. La circulation se densifie et bientôt plusieurs centaines d'automobilistes se retrouvent piégés dans un tunnel. La raison est inconnue, les secours ne viennent pas et après quelques heures, tout le monde commence à penser qu'il n'existe plus rien à l'extérieur du tunnel. Les téléphones ne bornent plus et les radios des flics ne fonctionnent pas. Oh, il y a une faute là. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'enfer, c'est les autres. Alors, il faudrait que ce soit très intéressant, qu'il y ait les personnages à suivre dans ce tunnel soient forts et qu'il y ait des choses qui se passent, des choses un peu folles qui se passent, parce que là, on sait qu'ils sont coincés, et après? Et après, qu'est-ce qui va se passer dedans? Il faudrait qu'il se passe un truc en plus. Parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. On va juste attendre toute cette lecture jusqu'à ce qu'ils sortent, finalement. Parce que, à mon avis, ils vont sortir. Mais dans quel état, voilà, ça va être ça. Manque de détails pour moi dans ce résumé pour me faire vraiment envie. Mais j'ai quand même trouvé ça assez intéressant. Donc ça sort le 13 encore une fois. Dans la forêt du croque-mitaine de Ivar-Léon Manger, ou Menger, je ne sais pas, chez Belfond, Belfond Noir, il fait 368 pages et il sort le 20 mars, celui-ci, on change de date. Des enfants qui disparaissent, un village près des bois, une clinique psychiatrique empreinte de l'ambiance des années 80, Ivar Léon Menger, j'ai du Menger du coup, signe un thriller psychologique, ouais blablabla. Mai 1986, le petit village allemand de Katzenbrunn est en proie à une vive émotion après la disparition d'un garçon de 13 ans à la fête foraine. Inspecteur criminel à la retraite, Hans J. Stahl décide de s'installer dans la pension locale pour mener sa propre enquête et, qui sait, trouver assez d'éléments pour rouvrir toute une série de cold cases. Car ce n'est pas la première fois qu'un enfant disparaît dans cette petite communauté boisée de l'Odenwald. Et bien que le croque-mitaine n'ait plus sévi depuis 10 ans, Stahl est convaincu que cette nouvelle affaire porte sa marque. Alors que tous les regards se tournent vers la clinique psychiatrique installée en bordure de forêt, pour l'inspecteur Stahl commence une intense et imprévisible partie de Cluedo dans ce village où chacun cache de sombres secrets. Moi, il y a tout pour m'exciter là-dedans. Un petit village, une ambiance des années 80, un hôpital psychiatrique, et du coup l'ambiance malsaine qu'il y a dans un village où il y a plein de secrets et des personnages forts et un flic à la retraite qui du coup se croit au-dessus des lois. Et ça va me saouler parce que je vais râler. Et je râle toujours un petit peu, sinon c'est pas drôle. Et moi j'aime bien ça. Un croque-mitaine, mais finalement, ça peut pas être le croque-mitaine, il y a une explication évidemment, mais quoi du coup voilà, ça va être une communauté qui va avoir beaucoup de fausses croyances, voilà, bien ancrées depuis longtemps. Alors il y a plein de bons ingrédients. Il y a plein de bons ingrédients. Moi j'aime bien. H, le nouveau Bernard Minier, H comme hiver, comme hécatombe, H comme... on ne sait pas. C'est la prochaine enquête du commandant Martin Servaz. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quoi que ce soit? Non, débrouillez-vous. Le nouveau Sébastien Fitzek, l'invitation, c'est toujours chez l'Archipel, 320 pages. Fitzek, j'en ai lu qu'un. Je ne sais même plus lequel, je sais plus son nom. Playlist, j'avais lu Playlist. Et il était super bien. J'avais adoré. Donc, dès qu'il y a un Fitzek maintenant, j'essaie en tout cas de l'acheter dès que je vois en occasion. Et là, l'invitation, je vais essayer de l'avoir en SP. En tout cas, sur NetGalley, tout du moins. Parce que j'avais tellement aimé Playlist que maintenant, c'est un auteur qui m'intéresse beaucoup. Marla accepte une invitation à une réunion d'anciens élèves dans les Alpes, mais l'hôtel est désert à son arrivée. Des souvenirs d'une attaque passée refont à leur surface. Elle entend un sifflement inquiétant dans l'obscurité. Un week-end qui va virer au cauchemar, des scènes dignes des meilleurs films fantastiques et un final oppressant. Malheur à qui reçoit l'invitation, malheur à qui l'accepte. Depuis des années, Marla Lindbergh qui est atteinte de prosopagnosie, cette incapacité à reconnaître les visages connus, y compris son propre reflet. Ok, ça doit être chiant ça. Suit une psychothérapie, elle a appris que son cerveau lui jouait des tours dans des situations extrêmes et que certains de ses souvenirs étaient faux.
Ah ouais? Lorsqu'elle reçoit une invitation pour participer à une réunion d'anciens élèves dans les Alpes, Marla l'accepte espérant qu'elle pourra au cours de ce week-end se remémorer de beaux et vrais souvenirs. Mais quand elle arrive sur place, au milieu des montagnes enneigées, l'hôtel est désert. Et puis elle entend à nouveau cette toux sifflante, elle l'entreaperçoit encore, oh ça a l'air trop bien, ah ça y est je suis à fond là, cette silhouette menaçante prélude à une lutte à mort, oh ça a l'air trop bien, et moi ça m'excite, ça y est je suis à fond. Pas vous? Ah ça a l'air trop bien. On va découvrir une maladie, l'histoire d'une femme, voilà, qui a l'air une histoire poignante, un peu triste. On a envie de compatir pour cette dame. Oh, il y a plein de bons trucs. Ah ouais, celui-là, je vais dès que je peux, je le demande sur NetGalley. Ah, c'est obligé. Oh, je vais le lire celui-là. Ah, c'est une promesse. Ce qui est une promesse aussi, c'est que je vais pas lire celui-là, mais je vais lire le tome 2, le précédent, parce que c'est un tome 3, Les Enquêtes de Milady, tome 3, Le Pinceau Divinatoire. J'ai lu le tome 1. J'ai lu le tome 1. Celui-ci, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Non, tais-toi. Mais je sais pas pourquoi, je suis passé complètement à côté du tome 2, pas parce qu'il m'intéressait pas, mais j'ai vu sa sortie, mais mon cerveau s'est éteint, je ne l'ai pas acheté, j'y ai pas pensé. J'ai beaucoup aimé le 1, pourquoi j'ai pas lu le 2? Faut que je me rattrape. Faut que je me rattrape pour pouvoir lire le 3, bien sûr. Le Cosy Mystery à la française, bien sûr, Paris 1624. Alors que l'automne teint d'ocre la capitale, Milady reçoit deux immenses tableaux dans sa boutique de thé, un présent inattendu d'un ex-amant, l'artiste anglais Paul Davis. Peu à peu, elle constate un étrange phénomène, les peintures semblent prendre vie, et les scènes d'abord champêtres deviennent plus obscures, plus inquiétantes. En fait, c'est la magie d'Harry Potter, les tableaux bougent. Son sang d'enquêtrice ne fait qu'un tour quand elle distingue sur les toiles des visages connus, dont celui d'une femme récemment assassinée. Pour comprendre le lien entre Paul Davis et ce meurtre, Milady se rend à Londres sur la piste du peintre. Ah tiens, plus à Paris. Mais celui-ci a disparu. Se cache-t-il ou a-t-il été enlevé? Dans le cœur de Milady, une intime conviction, ses œuvres sont un appel à l'aide, ça a l'air trop bien. Les cosy mystery comme ça, entre Paris et Londres, c'est trop cool. Ouais, voilà. Couverture, je suis toujours un petit peu mitigé, hein. Même sur le premier, ça fait un peu dessin, pas fou, mais c'est un choix que je respecte. Pour une fois, avec le tome 1, je m'étais pas arrêté à la couverture. Je me suis dit, le résumé avait l'air tellement bien que ça a pris le dessus dans mon esprit sur la couverture, chose très très rare, et j'ai surkiffé. Donc du coup maintenant, voilà. Et il faut que je lise le 2 pour pouvoir lire le 3. Il faut que je me fasse un petit rush comme ça. Donc voilà, qu'est-ce qui me hype le plus? On va faire un petit résumé. Ça, non. Ça, non. Ça, j'attends le SP avec impatience. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Je parle de ce qui me hype le plus. Ça, why not en vrai. Ça, pourquoi pas. Ça, pas plus que ça, non plus. Ça, hype à mort. Ça, franchement, hype aussi. Honnêtement, hype aussi. Ça, pourquoi pas, mais ça manque de détails dans le résumé. Ça, honnêtement, ça me fait grave envie. Ça, on n'en parle pas parce que c'est une évidence que Bernard Minier, c'est intéressant. Ça, c'est ce qui me hype le plus à fond. Et ça, oui, ah, bah, beaucoup de hype ce mois-ci. Je sens que ma banquière ne va pas aimer du tout. Mais heureusement, j'ai encore des chèques lire qui, je pense, avec tout ça, ne vont pas faire long feu. Tu vois, ça va être ça va être dramatique, ça va être un carnage. Mais il va falloir que je me contrôle. Parce que tant que j'y pense, pour celles et ceux qui sont intéressés sur Babelio en ce moment, il y a le Mass Critique. Mass Critique, comment ils appellent ça? Attendez, il faut que je retourne voir. Comment ils ont appelé ça? J'ai participé tout à l'heure, j'ai fait plein de demandes. Le mass critique mauvais genre, donc tout ce qui est polar, thriller, roman noir, tout ce qui est sombre, hein. Et donc j'ai fait plein de demandes en espérant qu'il y en ait au moins un qui soit retenu. Donc voilà, bien impatient, plein de belles sorties, toujours très intéressant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et de supporter toutes les conneries que je raconte. J'essaie de rester naturel et de raconter un peu ma vie parce que c'est ce qui se fait dans les vidéos Booktube. Pour être intéressant, il faut raconter sa vie à côté des polars, hein. Donc j'essaie de raconter un peu plus ma vie et d'être plus naturel. Ce qui est pas toujours évident, hein.
Mais voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo que je m'apprête à tourner tout de suite, ce sera sur Malphos, le livre audio. Merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.